Messieurs, dames, bonsoir. Vous le savez très bien que la République démocratique du Congo reste un grand pays, mais qui a traversé des moments très difficiles. Vous le savez que ce peuple, dans ce pays, les Kasaïs ont été refoulés au Katanga, dans ce pays. Vous le savez, après le massacre de Makobola, bien sûr, plus de 702 Congolais ont été tués. Et il y a plus de 20 ans. Ça fait très mal. Vous le savez, dans ce pays, il y a eu des fausses communes. Où c'est? Ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Maloko. Est-ce que vous le savez qu'à Beni, il y a eu massacre, que certains Congolais ont été tués comme des sauvages? Messieurs, dames, est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo a traversé des moments très critiques? Alors, toutes les victimes, est-ce que ont été remis dans leurs droits? Ça, c'est un problème. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une réparation? Est-ce qu'il faut qu'il y ait la politique ou la justice du pardon? Ou qu'on fasse quoi? Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le réel plaisir de parler de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo et ses défis. Et pour en parler, je reçois pour vous le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Maître Jean-Claude Katende. Bonsoir, Président. Bonsoir. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous êtes très à l'aise. Ah oui, bien sûr. Je suis un habitué de ce plateau, donc je pense que je suis très à l'aise. Aujourd'hui, surtout qu'on aborde aussi les questions qui me tiennent beaucoup à cœur. Et surtout que c'est dans votre domaine. Exactement. La République démocratique du Congo a traversé des moments très critiques. D'abord pour les victimes, est-ce que vous avez un mot? Je voudrais ici saluer les victimes qui sont encore en vie, saluer aussi toutes les victimes dont la mémoire n'est pas encore perdue, qui sont mortes, les victimes qui sont mortes, nous saluons leur mémoire, mais nous saluons aussi tous les acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile et les acteurs aussi internationaux qui ont travaillé pendant plusieurs années pour que la République démocratique du Congo sorte de la situation qu'elle a connue depuis 1994. Très bien. Voilà. Alors, c'est avec lui que nous allons parler de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo et des filles. J'espère que notre réalisateur Agnew Mabenga d'aujourd'hui, bien sûr, il va essayer de nous aider avec ces thèmes très importants pour que vous puissiez les voir. Ça nous fera vraiment du bien. Alors, justice transitionnelle. Qu'est-ce que signifie la justice transitionnelle, Maître Jean-Claude? Bon, je pense qu'il est important de rappeler que plusieurs pays africains, comme aussi plusieurs pays à travers le monde, ont traversé des situations de conflit, des situations de guerre, soit une guerre civile, c'est-à-dire entre les populations d'un même pays, soit une guerre qui appelle la venue d'autres troupes, des troupes étrangères. Et souvent, pendant cette période de conflit, il y a toujours des graves violations des droits de l'homme qui se commettent. Et ces violations des droits de l'homme créent souvent des victimes. Et dans la plupart des cas, il faut que ces victimes puissent trouver une porte ouverte, non seulement pour accéder à la justice, mais surtout pour accéder aussi à des réparations et créer des conditions de cohésion nationale, parce que quand la guerre arrive, elle crée une fracture au niveau national. Les uns sont considérés comme des bourreaux des autres et cette situation de manque de cohésion nationale ne permet pas à ce qu'il y ait la réconciliation, il y ait la paix dans un pays et que le pays qui a traversé la situation de guerre puisse se ressaisir et se donner de nouveaux moyens pour pouvoir se reconstruire. C'est dans ce contexte-là de la guerre qu'on estime qu'il est important que la justice transitionnelle, c'est-à-dire qui permet à ce que nous puissions quitter la situation de guerre vers une situation de paix
de réconciliation et de stabilité puisse se mettre en place. Alors, comment et cette justice peut revêtir plusieurs formes. Oui. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il peut y avoir, lors des crimes qui ont été commis, des crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale. Ouais. C'est-à-dire des crimes qui relèvent des juridictions internationales. Dans le cas d'espèce, ça peut être des crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale. Donc, certains acteurs clés peuvent être transférés devant la Cour pénale internationale pour qu'ils soient jugés en rapport avec les crimes qui ont été commis pendant la période de guerre. Et vous savez que quand les gens sont condamnés par la Cour pénale internationale, la justice est rendue, mais en même temps aussi, il y a une porte qui est ouverte sur les réparations. Très bien. Mais on peut aussi, dans le cadre de la justice transitionnelle, recourir à la justice nationale. Là, c'est dans le sens de savoir comment il fonctionne. Oui, évidemment. C'est pour ça que je dis la justice transitionnelle fonctionne sous plusieurs formes. Très bien. Ça peut être une forme internationale. Ça veut dire que les personnes qui ont commis des crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale ou de la justice internationale peuvent être transférées, n'est-ce pas, devant ces juridictions internationales. Mais il ne faut pas oublier que dans les cas d'autres pays, il y a des tribunaux que je qualifierais des spéciaux qui ont été créés. Par exemple, le tribunal international sur le Rwanda. Très bien. Qui a permis, par exemple, dans la situation du Rwanda, de pouvoir se saisir d'un certain nombre de cas de violation des droits de l'homme pour juger les auteurs et ouvrir ainsi la possibilité à des réparations. Je dis que la justice transitionnelle peut fonctionner aussi sous forme d'une justice nationale, c'est-à-dire que les auteurs des crimes qui ont été commis sont jugés par les juridictions nationales. Récemment, on a suivi, sans vous couper la parole, Président, on a suivi le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son séjour, bien sûr, au niveau de la France. Il a dit, d'ici là, on peut mettre en place en République démocratique du Congo un tribunal pour juger les crimes commis sur le territoire national. Comment vous avez trouvé aussi cette idée? Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de la réconciliation. Très bien. Ça, c'est important parce que sans réconciliation, les ambitions fixées par le président de la République ne peuvent pas être atteintes. C'est pour ça que dans son fonctionnement, la justice transitionnelle peut passer aussi par une commission vérité-réconciliation. Très bien. Et là, ce qui est important, c'est que on veut non seulement pour des besoins de mémoire, savoir qu'est-ce qui a été fait, qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi et qui sont les victimes. Il faut que tous ces faits soient documentés. C'est là le souci de rétablir la vérité. Et que les auteurs soient connus, les victimes qu'elles soient connues, les faits eux-mêmes qui soient documentés. Ça, c'est vraiment très, très important. Mais aussi, la commission vérité-réconciliation peut permettre à ce qu'un certain nombre de cas soient tout simplement pardonnés. Mais la satisfaction pour les victimes, c'est le fait qu'elles sont reconnues comme victimes, mais aussi que les bourreaux sont reconnus comme bourreaux et on leur donne la possibilité de demander pardon à leurs victimes. Et ça, c'est très important. Mais aussi, la justice transitionnelle peut fonctionner sur base tout simplement avec un objectif tout simplement d'organiser des réparations. D'organiser des réparations pour les victimes. Ces réparations peuvent revêtir un caractère individuel, c'est-à-dire que les victimes qui sont identifiées sont dédommagées de manière individuelle, mais ça peut aussi revêtir un caractère, n'est-ce pas, communautaire.
Ça veut dire qu'on ne sait pas identifier les victimes de manière individuelle, mais on estime que c'est cette communauté dans son entièreté qui a été victime de violations de droits de l'homme de la part de telle ou telle autre personne et que ces réparations, il faut les donner à la communauté. C'est pour ça que dans certains cas, on peut faire par exemple un monument. Un monument dans la communauté ou au niveau national qui doit rappeler qu'à telle époque et à telle période, il y a eu des événements malheureux où beaucoup de gens sont morts. Et ce monument doit nous rappeler non seulement les faits du passé, mais ce monument doit aussi nous interpeller sur l'avenir pour que les mêmes choses, les mêmes fautes qui ont été commises dans le passé ne puissent pas revenir. Très bien, j'espère que Bailon, mon réalisateur, tu peux aussi m'aider à illustrer les images sur certains massacres que la République démocratique du Congo a connus dans le passé, puisque là nous avons connu des massacres, surtout massacres sanglants, des Makobola. Non, c'était plus de 702 personnes tuées il y a 20 ans par le RCD. Bon, je comprends rien moi, c'est vraiment inhumain. Alors, massacre Beni, Kamouenan Sapou, il y a des fausses communes, des Maluku et consorts. Alors, on se pose mille et une questions aujourd'hui, Maître Jean-Claude. Est-ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, a besoin de la justice transitionnelle? Effectivement, Monsieur Stéphane Bamwangé, la République démocratique du Congo a plus que jamais besoin d'une justice transitionnelle. Ça risque de se transformer en règlement des comptes. Non, je ne pense pas que l'objectif... Non, je ne pense pas que l'objectif soit les règlements des comptes. Il faut qu'à un moment donné, que nous puissions régler certaines questions de notre histoire. Ça, c'est important. Parce que nous avons l'impression qu'en République démocratique du Congo, on veut tout simplement couvrir le passé sans l'analyser, sans le traiter, pour que les générations d'aujourd'hui et celles de demain puissent tirer des conclusions. Vous avez rappelé, par exemple, les massacres de Makobola. Il y a eu aussi les massacres de Mwengue, où les femmes ont été enterrées vivantes. Ce n'est pas possible. Les femmes ont été enterrées vivantes. Il y a eu les massacres de Kasika, où les gens ont été massacrés. Il y a les massacres de Kamouenan Sapou. Il y a les massacres à Beni. Il y a les massacres de Bundu-Dia Congo. Il y a les massacres des Zenyele à l'Équateur. Vous voyez? Vous avez, par exemple... Les tueries à Yumbi. Les tueries de Yumbi. Vous avez, par exemple, les gens qui ont été tués en 2015 lors des manifestations contre la loi qui voulait renvoyer les élections présidentielles et législatives à plus tard. Très bien. Vous avez toutes ces personnes qui ont été massacrées en 2016, en 2017 et au début de l'année 2018, dont les victimes sont connues, les auteurs sont aussi connus, mais on n'a jamais ouvert ces dossiers pour qu'ils puissent faire l'objet d'un débat au niveau national. Que les victimes soient identifiées comme victimes, que les auteurs soient identifiés et qu'on mette en place un cadre qui permet aux uns et aux autres de se parler. Comment le faire? Le président de la République dit de ne vouloir pas fouiner dans le passé. Ça devient compliqué là. Non, je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a une résolution, du Conseil des droits de l'homme qui demande à la République démocratique du Congo non seulement de lutter contre l'impunité, mais de mettre en place un mécanisme pour la réconciliation nationale. Cette résolution existe. Donc, il y a d'abord un besoin au niveau national de faire en sorte que la justice transitionnelle puisse se mettre en place pour créer les conditions de cohésion, pour créer les conditions de réconciliation nationale entre les victimes et les bourreaux, mais aussi entre tous les Congolais. Au-delà de ce désir des Congolais de pouvoir se réconcilier, il y a aussi la communauté internationale qui insiste sur le fait qu'il faut que les autorités congolaises s'engagent
dans le sens de lutter contre l'impunité et dans le sens de réconcilier les Congolais. Et c'est là l'importance de la justice transitionnelle. Et il faut absolument, si le président Tshisekedi, avec son gouvernement, veulent que ce pays redémarre, veulent que tous les Congolais participent aux efforts de réconciliation nationale, il est important que la justice transitionnelle se mette en place, quelle que soit la forme qu'on va lui donner, mais nous souhaitons que ce soit un processus sérieux, un processus où on n'élude pas les questions, un processus où on ne protège personne. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui étaient auteurs de certains massacres qui sont dans les institutions. Il faut que ces personnalités soient identifiées, soient connues. On peut leur pardonner ce qui est arrivé. Ça, c'est la question qui va être posée. Maintenant, quand vous dites, est-ce qu'il faut fouiner dans le passé? Mais c'est important de le faire. Oui, c'est ça, ça chauffe à ce niveau-là. Lorsque les gens donc les gens du cash veulent fouiner dans le passé, de l'autre côté, donc sur le plan politique, ça va poser de sérieux problèmes à tel point que ça risque de nous plonger encore dans une autre forme de crise. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit ce que les uns et les autres peuvent penser, la réconciliation nationale et la lutte contre l'impunité sont aujourd'hui des choses incontournables pour la République démocratique du Congo. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer tant que ces questions ne sont pas abordées. On ne peut pas avancer. Donc, il est important aujourd'hui, quand nous parlons de la justice transitionnelle, nous ne voyons pas que les gens du FCC. Il n'y a pas de personnes désignées. Mais nous savons quand même qu'il y a un certain nombre d'événements malheureux, des violations des droits de l'homme qui sont survenus en République démocratique du Congo. Pendant leur règne? Oui, bien sûr, pendant leur règne. C'est ça, ça frise maintenant à ce niveau-là. Non, je pense que même les gens du FCC doivent être sérieux. S'ils n'ont rien fait, pourquoi ils vont s'opposer à ce que les mécanismes de la justice transitionnelle ne se mettent en place? S'ils reconnaissent qu'ils ont fait des choses, parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans les institutions, qui sont dans le gouvernement, qui ne veulent pas du tout de la réconciliation nationale, qui ne veulent pas qu'on aborde les questions liées au massacre de Yumbi, qui ne veulent pas qu'on aborde les questions liées au massacre de Kamwene Nsapu, au massacre de Bundu Dia Congo, au massacre des jeunes des Évrais ici à Kinshasa, qu'on appelle communément les Kuluna. Oui, voilà. Je pense que tous ces dossiers doivent faire l'objet d'un débat national pour que nous puissions tourner la page et faire avancer notre pays. Et je dis à ceux qui étaient impliqués dans tous ces massacres ici, qu'un jour ou un autre, quels que soient les blocages qu'ils peuvent dresser face à ce qui est en train de se mettre en place, un jour ou un autre, ils rendront des comptes à la justice. Mais lorsque vous appuyez cette justice, concrètement, vous faites allusion à qui? Puisque c'est compliqué là. Puisque les gens qui nous suivent à la maison le savent et comprennent facilement que là, les gens des droits de l'homme, vous acharnez beaucoup plus sur le régime passé. Non, ce n'est pas un problème d'acharnement. Il est important que ceux qui détiennent le pouvoir se mettent en tête qu'ils ont le pouvoir pour le bien-être de la population, qui sont au pouvoir pour que les citoyens vivent en sécurité. Ils sont au pouvoir pour que les citoyens puissent en fait être protégés. On ne peut pas accepter que ceux qui sont au pouvoir puissent se permettre un certain nombre de violations des droits de l'homme seulement par le seul fait qu'ils sont au pouvoir. Si ceux qui sont au pouvoir estiment que c'est une question qui les gêne, nous disons que cette question ne peut pas gêner qui que ce soit, à moins qu'on soit soi-même impliqué dans ces violations de droits de l'homme. Mais je voudrais vous dire, M. Stéphane, que la question de la justice transitionnelle pour réparer tous les problèmes que nous avons connus les 20 dernières années, je pense qu'il est important que même les auteurs de ces violations de droits de l'homme souscrivent
à la justice transitionnelle pour nous permettre de sortir. Vous savez combien cette justice transitionnelle, à travers la commission Vérité-Réconciliation en Afrique du Sud, a permis de guérir des blessures, a permis ça de n'a pas guérir... créé d'autres climats moroses, pour bien dire. C'est vrai qu'on n'a pas atteint tous les résultats, mais du moment où on crée un cadre pour permettre aux citoyens de discuter, de parler de ces choses, de parler des faits, de parler des auteurs, de parler des crimes et éventuellement permettre à la justice de fonctionner, je crois que c'est un pas important pour libérer la République démocratique du Congo de ce fardeau que notre pays porte vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont été tuées à Makobola, qui ont été tuées à Kasika, qui ont été tuées à Les vrais auteurs Mwenga. de massacre de Makobola, on cite les RCD et les autres. Est-ce que les gens encore de RCD, puisque certaines têtes du RCD se trouvent encore dans le gouvernement aujourd'hui, qui occupent des fonctions, qui sont un peu très puissants, vous ne voyez pas que ça risque encore de fragiliser la jeune démocratie que nous avons? Bon, il faut dire que... Parce que la crainte, c'est toujours à ce niveau-là. Non, je ne vais pas à ce niveau ici commencer à citer qui a fait quoi. Nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire tout simplement que nous voulons que le président Félix Tshisekedi, lui qui est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo, s'engage sur cette voie de la justice transitionnelle pour que ceux qui ont commis les massacres puissent rendre des comptes à la nation, puissent discuter avec les victimes et puissent permettre à ce que les victimes et les bourreaux se parlent et qu'on trouve des voies pour, n'est-ce pas, enterrer le passé et prendre des décisions pour l'avenir. Que ce soit les gens de la société civile, que ce soit les gens de l'armée, les gens de n'importe quel parti politique qui soient impliqués, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Aujourd'hui, ce que nous voulons est que la République démocratique du Congo réponde à ce besoin qui est ressenti au sein des populations congolaises, mais réponde aussi à la résolution des Nations Unies qui insiste sur le fait que le président de la République et son gouvernement soient appelés, n'est-ce pas, à lutter contre l'impunité, mais aussi à créer des conditions qui permettent à ce que la réconciliation nationale puisse avoir lieu. Avant de passer à autre chose, maître, je dois vous dire quand nous sommes suivis à la maison. J'ai vu un message d'un professeur Mamba de l'UNIKIN qui dit il a aussi publié, d'ailleurs, un livre sur ça, sur la justice transitionnelle et consorts. Bon, il souhaiterait aussi participer dans cette émission pour en parler. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous avons lu votre message, c'est pour prouver que nous sommes en direct et ça nous fait énormément du bien. J'espère que vous soutenez vraiment cette justice transitionnelle. Vous faites partie des acteurs qui soutiennent cette justice. D'abord, de par ma position d'observateur de la scène politique et sociale, voire économique de la République démocratique du Congo, je suis conscient que notre pays a des problèmes sérieux. Même si certaines personnes font semblant, notre pays a des problèmes sérieux. On a tué énormément de Congolais depuis 1994 il y a peu. Beaucoup de Congolais ont été tués. Mais est-ce que nous avons, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, militants de droits de l'homme, le droit de ne pas en parler, le droit de ne pas pousser à ce que cette justice transitionnelle puisse avoir lieu? Et ici, je pense que nous avons ici une belle opportunité d'interpeller le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice, mais aussi le ministre des Droits humains. Il faut que quelque chose se mette en place pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ces Congolais qui ont été victimes de plusieurs violations de droits de l'homme de se dire, maintenant, nous sentons que la République pense en nous. Voilà. Voyez-vous, il y a des familles, à cause de la guerre que nous avons connue depuis 1994, qui ont perdu des familles entières. Leurs biens, qui ont perdu des biens, qui ont des perdu adresses cadastrales, tout ça, qui donc ont perdu des enfants. Aujourd'hui, se retrouvent ailleurs sur d'autres dossiers. Oui. Il y a des familles où le père a été tué, la mère a été tuée, certains enfants ont été tués. Vous vous rendez compte?
Oui. Et aujourd'hui, ces familles se sentent abandonnées par la République. Excusez-moi. Une République doit être tournée vers la justice, doit être tournée vers la protection des victimes, doit être tournée vers la protection de tout le monde. Au nom de quoi ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans le gouvernement, même s'ils ont commis des violations de droits de l'homme ou ont collaboré, ont participé à leur commission, doivent être protégés. Au nom de quoi? Non, mais prenez d'abord le cas avec l'entrée de l'AFDEL. C'était pour lutter contre la dictature de Mobutu. De 32 ans au pouvoir, l'AFDEL est entrée. Certainement, il y a eu quand même quelques dérapages. Est-ce qu'on doit commencer encore à chercher les gens de l'AFDEL pour avoir commis certains dérapages, tout ça? Vous voyez, c'est ça. Et avec quel genre de juges, de magistrats ou des avocats encore? Ça, c'est notre problème. Non. Puisque le personnel de la justice congolaise pose problème à quelques niveaux. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ma participation à cette émission, c'est pour d'abord démontrer qu'il y a nécessité que cette justice transitionnelle se mette en place. C'est incontournable. Et aujourd'hui, nous avons M. Félix Tshisekedi, notre président, qui lui n'a pas participé à tous ces problèmes, à toutes ces violations de droits de l'homme. Donc, il est dans une meilleure position pour aider le pays à avancer. Il est dans une meilleure position. S'il y a des gens, d'autres Congolais qui sont impliqués dans les massacres à Yumbi, dans les massacres de Makobola, dans les massacres à l'est de la République démocratique du Congo, mais le président de la République n'est impliqué dans un aucun... L'affaire massacre Kamwina Sapo, on voit le tribunal militaire en train de juger des commanditaires de ces massacres-là. On voit les gens condamnés, consorts. Non, nous considérons tout simplement que les enquêtes sur les massacres de Kamwina Sapo ne sont pas encore terminées. Je vous informe que dans quelques jours, il y aura une équipe envoyée par le Conseil des droits de l'homme qui viendra enquêter, enrichir le rapport qui avait été fait à l'époque pour que non seulement les petits citoyens, les petits militaires soient poursuivis, que des commanditaires à un haut niveau soient aussi impliqués dans ce qui est en train de se faire. Donc, il ne faut pas que ceux qui ont été impliqués dans ces massacres de Kamwina Sapo se disent qu'il y a un procès qui se passe en République démocratique du Congo et que tout est bouclé, nous sommes protégés. Non, nous disons, messieurs, ça ne va pas se passer de cette façon-là. Il est important que tous ceux qui ont été impliqués dans les violations graves des droits de l'homme les dernières années puissent rendre des comptes dans le cadre de la justice transitionnelle et selon le mécanisme qui va être convenu par tous les Congolais. Est-ce qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui s'opposent à cette justice transitionnelle? Ah oui. Alors ça devient compliqué. Parce qu'il y a des gens qui s'opposent déjà. Il y a des gens qui s'opposent parce qu'ils sont eux-mêmes concernés directement. C'est raison pour laquelle je disais tantôt que ça va poser des problèmes. Oui, ça va poser des problèmes, mais quiconque a violé des droits de l'homme, quelle que soit sa position, doit se mettre en tête qu'un jour ou un autre, il va rendre des comptes à la République. Aujourd'hui, nous disons que c'est la belle opportunité, même pour ceux-là qui sont dans les institutions, qui s'opposent à ce que la vérité soit connue, ils doivent se mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la justice transitionnelle pour qu'une fois pour toutes, qu'on tourne cette page et qu'on regarde tous dans la même direction. Parce que, quels que soient les efforts qui vont être faits au niveau politique, si la réconciliation nationale ne prend pas sa place, je crois qu'il y aura toujours des gens qui vont être mis de côté. Et ici, nous devons penser à ces victimes qui sont nombreuses à travers le pays. À un moment donné, il faut que ces victimes sentent qu'elles sont prises en compte par le gouvernement de notre pays. Avant de parler l'affaire Yumbi, puisque l'Azado avait publié quelque chose sur ça, l'Azado connaît quelque chose vraiment très, très important. Parlons un peu de ce que vous avez fait récemment au niveau des conseils des droits de l'homme. Vous aviez présenté une situation un peu sombre de la RDC à ce niveau-là. Parfois, je ne comprends plus rien. Nous risquons de donner raison aux gens du régime passé que vous roulez plus pour les Occidents dans les soucis de noyer toujours la RDC.
je ne sais pas. C'était quoi d'abord votre rapport à ce niveau-là sur le respect des droits de l'homme en RDC, sous Félix? D'abord, je dois rappeler que aujourd'hui, le monde est devenu un village. Ouais. Donc, si vous commettez des violations des droits de l'homme, il ne faut pas vous mettre en tête que on a besoin de la ZADO, on a besoin de M. Jean-Claude Katende pour que cela soit connu. Aujourd'hui, avec les smartphones, Ouais. tout le monde peut filmer un événement et le diffuser. Sans doute. Donc, les auteurs des violations des droits de l'homme ne sont pas à l'abri. Ouais. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est connu. Nous avons, au Conseil des droits de l'homme, il y a quelques mois, insisté sur le fait que, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête du pays, il y a une porte d'espoir qui s'est ouverte sur les questions des droits de l'homme. Mais nous avons dit aussi que c'est une petite porte. Hein? C'est vraiment une petite porte. Porte Et d'espoir, petite porte. Une C'est compliqué. petite porte d'espoir. Ça veut dire en d'autres termes qu'avec le président Félix Tshisekedi, il a donné des signaux importants qu'il veut que la situation des droits de l'homme change. Il a libéré les prisonniers politiques, il a fermé les cachots que moi je qualifie de cachots clandestins, il a libéralisé, il a permis à ce que les gens s'expriment, les gens manifestent, mais en même temps, nous voulons dire qu'il faut que ces efforts soient maintenus. Vous savez aussi qu'il y a quelques mois, certaines manifestations pacifiques des mouvements de la société civile, des mouvements citoyens, voire même certaines manifestations organisées par la ZADO, ont été soit dispersées, soit tout simplement réprimées, alors que nous sommes sous la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Ça veut dire que les efforts du début n'ont pas été maintenus. Voyez-vous, n'ont pas été maintenus. C'est pour ça que nous disons que c'est une petite porte d'espoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les forces négatives qui ne veulent pas de la liberté d'expression, qui ne veulent pas que les Congolais puissent jouir des droits qui leur sont conférés par la Constitution, ces forces sont encore là. Vous voyez tous les Wewa qu'on a tués par les policiers. Mais eux aussi exagèrent, hein. Les Wewa aujourd'hui se prennent pour de petits yeux. C'est compliqué là. Non, je ne veux pas qu'on puisse voir la question sous cet angle-là. S'il y a un Wewa qui se compromet, nous avons des lois très claires, il faut l'arrêter, les traduire en justice, qu'il soit condamné et envoyé en prison. Mais un homme ou une femme de la police ou de l'armée qui a reçu la mission de protéger les citoyens et leurs biens ne peut pas se permettre de tuer un autre Congolais, de tuer un Congolais dont il a la charge d'assurer la protection tout simplement parce qu'il est policier ou tout simplement parce qu'il est militaire. Vous voyez? Donc, nous disons que ces forces négatives qui ne veulent pas que la nation avance sur le plan des droits de l'homme existent encore aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas accepter que ces forces prennent les dessus sur la volonté du président de la République et du gouvernement de faire en sorte que tous les Congolais puissent jouir de leurs droits constitutionnels. Voilà, messieurs, dames, si vous nous suivez de partout, sachez très bien que nous sommes dans l'émission Tango Koki, mais spéciale aujourd'hui sur la justice transitionnelle. Pourquoi? Puisqu'il y a eu beaucoup de victimes dans notre pays qui doivent être, bien sûr, mis dans leurs droits. Donc, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Jean-Claude Katende. Il est le président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme en RDC. Alors, avant de parler des défis de la justice transitionnelle, Maître, ou des obstacles en quelque sorte, parlons d'abord de Yumbi. Récemment, je venais de poser cette question ici. À Yumbi, il y a eu massacre. Le gouverneur Gentili Ngobila, il était gouverneur dans cette partie du pays-là. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est devenu enquête dans les tiroirs, puisque chez nous, lorsqu'on ouvre toujours les enquêtes, on lance les enquêtes, et la finalité, on ne connaît pas. Je partage en fait votre inquiétude. Il y a eu plusieurs dossiers de violation des droits de l'homme dans ce pays qui ne sont pas allés très loin. Mais je voudrais vous assurer, monsieur Stéphane, que
personnellement, je suis convaincu que même ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans les institutions, qui à un moment donné de l'histoire de notre pays ont facilité, ont commis, ont fait, ont perpétré des violations des droits de l'homme, ils seront rattrapés un jour. Ça, c'est la conviction que j'ai. Et je suis convaincu que maintenant qu'ils suivent cette émission, ils ne peuvent pas être en paix. Ils ne peuvent pas être en paix. Les enquêtes pour les massacres de Yumbi, comme vous le savez tous, il n'y a presque personne qui en parle. Mais ce qui est sûr, c'est que les massacres de Yumbi ne resteront pas impunis. Ne resteront pas impunis. Si M. Gentini Ngobila est impliqué d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas sa position de gouverneur de la ville de Kinshasa qui va empêcher la justice un jour de pouvoir opérer. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Yumbi, selon vos informations? Non, selon nos informations, il y a eu des querelles entre deux communautés. Mais comme vous le savez, derrière chaque communauté, il y a toujours des hommes politiques. Des leaders du coin. Des leaders du coin ou des leaders qui sont à Kinshasa et qui attisent le feu. Ouais. Et la plupart des conflits communautaires, que ce soit à Ituri, que ce soit dans les Tanganyika, que ce soit ailleurs, sont toujours, n'est-ce pas, téléguidés, poussés par ces hommes politiques. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et ici, je ne voudrais pas qu'on se mette dans la discussion des chiffres. Oui. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous devenons de plus en plus une société déshumanisée. Une personne qui meurt, même un enfant congolais qui meurt, de manière gratuite, doit faire l'objet des préoccupations de tous les Congolais. Oui. Il ne faut pas qu'on dise parce qu'il y a eu une personne tuée, ce n'est pas important. En ce moment-là, nous perdons la caractéristique d'une république qui doit en fait s'intéresser à tout le monde. Qu'on tue une personne, qu'on tue deux, qu'on tue 1000, qu'on tue 4000, ce qui est important, c'est qu'il n'y a personne à qui la loi donne le pouvoir de mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre si ce n'est pas dans les formes qui sont prescrites par les lois de la République démocratique du Congo. Très bien. Et nous devons, ici, j'en appelle à la conscience de tous les Congolais, même si c'est votre propre frère qui a été auteur des violations de droits de l'homme ces 20 dernières années, même si c'est votre leader politique, il faut vous désolidariser de lui. Il faut vous désolidariser. C'est impossible en RDC. Hein. Est-ce que les gens comprennent vraiment ça? Mais c'est pour ça que nous parlons. Oui, bien pour sûr. Que si quelqu'un de ma famille, quelqu'un de ma province, quelqu'un de mon clan est impliqué dans les violations de droits de l'homme et qu'on cherche à mettre la main sur lui, je ne dois pas m'y opposer. Nous avons besoin d'une république juste pour tout le monde. Parce qu'il est de ma province, il est de ma famille, il est de mon clan. Au nom de quel droit il peut se permettre de tuer quelqu'un d'une autre tribu, d'une autre famille, alors que tous nous sommes des Congolais? Il faut qu'à un moment donné, qu'on mette fin à cette impunité. Et nous avons là une belle opportunité parce que tous les Congolais veulent de la réconciliation. Tous les Congolais veulent que la justice s'occupe d'un certain nombre de dossiers que notre pays a connus et qui sont des dossiers malheureux. Et la justice transitionnelle nous donne plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures pour pouvoir non seulement documenter la vérité sur les faits qui sont arrivés, non seulement juger certaines personnes, mais aussi donner la possibilité aux victimes d'accéder à cette reconnaissance, être reconnues comme victimes de tels faits qui est arrivé à Kasika, qui est arrivé à Makobola, qui est arrivé à Mwenga, qui est arrivé dans l'espace Kasaï, qui est arrivé dans le Congo central, qui est arrivé à l'est de la République démocratique du Congo. Être reconnu comme victime, c'est déjà une reconnaissance.
Mais cette reconnaissance peut donner aussi lieu à des réparations. Et les victimes en ont droit. Quels sont les vrais obstacles de la justice transitionnelle, Maître Jean-Claude Katendi? Les vrais obstacles pour la République démocratique du Congo, ça c'est compliqué. C'est que d'abord, beaucoup de Congolais ne savent pas c'est que on entend par la justice transitionnelle. Ouais. C'est pour ça que ces genres d'émissions sont des émissions importantes. Et je salue en passant le professeur qui vous a écrit. Le professeur Mwamba, oui. Le professeur Mwamba qui vous a écrit. Est-ce qu'il a publié sur ça? Oui, je serais bien intéressé de participer avec lui dans une autre émission où nous allons pouvoir sensibiliser les Congolais par rapport à cette question de la justice transitionnelle. Donc, il faut d'abord que ça soit connu. Il faut que les gens sentent que nous avons le besoin dans ce pays de cette justice transitionnelle. Ça, c'est le premier obstacle, c'est l'ignorance. Le deuxième obstacle, c'est la présence des auteurs de certains crimes, de certaines violations de droits de l'homme dans les institutions. Ah oui, hein, puisque là, ils sont toujours en position de force. Oui, dans les institutions, et ils sont protégés. Dans la police, dans les services de sécurité, dans le gouvernement et dans d'autres institutions. Ça, c'est un grand obstacle. Comment les contourner? Mais ces individus qui constitueraient les obstacles, qu'est-ce qu'ils représentent vis-à-vis des 80 millions de Congolais? Non, ils sont en position de force, hein. C'est ça le problème. Non, je pense que celui qui est en position de force, c'est le peuple congolais. Parce que le peuple congolais peut déboulonner tout le monde. Quand je parle de tout le monde, c'est tout le monde. Faire le déboulonnage, là, c'est compliqué. Le peuple congolais a le pouvoir de déboulonner tout le monde. Ouais. Et je pense, et ici, je me fais le devoir d'appeler notre peuple, d'appeler les Congolais à la vigilance. Il ne faut pas que ces personnes impliquées dans les massacres à gauche, à droite, prennent en otage les institutions de la République. Prennent en otage les institutions de la République. Si vous avez été dans un parti politique qui a tué les gens, vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable. Si vous avez été vous-même impliqué dans les violations des droits de l'homme, à un moment donné, il faut accepter sa responsabilité et être capable d'y répondre. Mais mettre des crocs en jambes pour que la justice transitionnelle ne se mette pas en place, que les auteurs des violations graves des droits de l'homme ne soient pas interpellés, je pense que c'est une peine perdue. Un jour ou un autre, l'histoire de ce pays notera qu'il y a eu la justice transitionnelle, que tel individu et tel autre ont été impliqués dans tel massacre, telle personne et telle autre ont été les victimes de ces massacres-là. La justice transitionnelle risque de bloquer encore davantage vu les obstacles-là. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui l'alliance FCC-Cash, cette coalition FCC-Cash peut aussi bloquer la justice transitionnelle? Puisque le fait qu'ils sont en coalition, il y a des accords secrets que nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui se sont dites que nous ne connaissons pas. Tout ça aussi, c'est un blocage pour le président de la République, hein? Moi, je peux vous dire personnellement que je ne connais pas s'il y a eu des accords ou pas. Je constate tout simplement que la coalition Cash-FCC ne marche pas. Et vous allez vous rappeler que je l'avais dit tout au début. Ouais. Tout au début, que la coalition Cash-FCC est une épine dans les pieds du président de la République. Et aujourd'hui, petit à petit, les gens me donnent raison. Les problèmes des visionnaires, c'est toujours de dire les choses avant que tout le monde ne puisse voir clair. Et vous aviez prédit qu'il y aura confrontation entre les deux. Exactement. C'est dans notre générique, hein, c'est très longtemps là. J'avais dit aussi à l'époque que quoi qu'il arrive, il y aura la confrontation entre les FCC et le Cash. Et aujourd'hui, cette confrontation se met en place. C'était entre les bases, aujourd'hui c'est entre les leaders.
Vous avez le cadre, les leaders entre Félix et Joseph, il n'y a rien. Et c'est voix et c'est rencontre à tout moment. Mais c'est entre les cadres. Oui, mais je ne peux pas... C'est Chadar qui parle à gauche, c'est Kaboul qui réunit aussi sa base, tout ça. Personnellement, je suis en difficulté de croire que la vie de la nation tourne autour du président de la République et M. Joseph Kabila. J'ai difficile de croire. L'avenir du Congo et la vie du Congo tournent autour du peuple congolais. Mais aujourd'hui, nous vivons autre chose. Oui, mais je vous dis la preuve en est que, sans vous couper la parole, Président, la preuve en est que les ordonnances nommant Kyungu et les autres à la GECAMINE, à la SNCC, seront appliquées d'ici là, puisque Joseph Kabila a donné son accord. C'est Vital Kamerhe qui l'a approuvé de là où il est en Europe. Voyez un peu ça. Donc, ce pays est dirigé aujourd'hui sur base des humeurs des gens, des uns et des autres. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens ne se rendent pas compte que la République est en train de progresser. Et que les attitudes qu'on avait... En train de se bloquer ou de progresser. Vous savez d'abord que faire partir Kabila du pouvoir, M. Kabila du pouvoir, ce n'était pas une chose facile. Non, il n'est pas parti. Il est la plaque tournante du pouvoir. Non, M. Kabila... Tout passe par lui aujourd'hui. Oui, s'il ne dit pas oui, rien ne marche. Oui, tout passe par lui, mais aujourd'hui, M. Kabila n'est pas notre président. Nous avons un autre président qui a sa façon de voir les choses, qui a sa façon de procéder, mais ce n'est pas M. Kabila qui est au pouvoir. Et donc, M. Kabila n'est pas parti du pouvoir de gaieté, de cœur. Il y a eu des pressions au niveau national, mais aussi au niveau... C'est le peuple congolais qui décidera de ce que ce pays deviendra un jour. M. Joseph Kabila et les présidents de la République peuvent convenir de telle ou telle autre chose, mais il nous revient à nous, le peuple, de voir si ce qui est fait par les deux partenaires profite à la République démocratique du Congo ou pas. Justice transitionnelle, revenons encore là. Il y a certains auteurs de bavures des droits de l'homme bien protégés, entre autres Gédéon Kyungu. C'est dommage que quelqu'un comme Gédéon, que nous avons connu en 2002-2003 comme étant le maître du triangle de la mort dans le Nord Katanga, quelqu'un qui a mangé de la chair humaine, quelqu'un qui a violé les femmes en série, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a bu du sang humain et qui a été condamné, se retrouve aujourd'hui dans une position où il est même protégé par les institutions de la République. Et la question que je me pose, nous sommes quel type de pays? Si on doit encenser ceux qui ont fait le mal. Nous avons perdu quelque chose. Nous avons perdu l'âme de la République. Alors que nous étions un peuple respectueux des valeurs. Et vous savez que les Noirs, les Africains, par essence, ont du respect pour la vie. Que notre pays accepte de protéger M. Kyungu, un homme qui mérite de retourner en prison, et que cet homme soit nourri et logé aux frais du contribuable congolais, je pense que là, nous avons craché sur la mémoire de nos morts et je pense que nos autorités doivent se remettre elles-mêmes en cause. Mais c'est au nom de la paix pour qu'il y ait la paix dans cette partie du pays, puisque avec Gédéon traîne un grand monde derrière lui. Ça reste encore malheureusement, M. Stéphane, déranger l'inquiétude de la population. Je peux vous dire, la main sur le cœur, qu'il n'y a pas de paix sans justice. Vous allez vous rappeler que sous le régime du président Joseph Kabila, M. Lambert Mende n'avait cessé de nous dire qu'on ne pouvait pas transférer M. Bosco Ntaganda, l'arrêter et le transférer à la CPI parce qu'il était nécessaire à la paix. Oui. Aujourd'hui, 30 ans de prison. Quelques années après, nous constatons que M. Bosco Ntaganda était dans l'armée de la République démocratique du Congo, protégé par le pouvoir de M. Joseph Kabila. Après le massacre qu'il a commis. Oui. Aujourd'hui, M. Bosco Ntaganda est devant la CPI. La paix n'est toujours pas arrivée. Mais au moins, nous savons que grâce à la justice internationale, ce monsieur
est mis dans une situation où il ne pourra plus opérer encore des massacres, opérer encore des violations de droits de l'homme et des faits qui ont été mis à sa charge devant la Cour pénale Puisque vous avez cité Bosco Ntaganda, aujourd'hui on peut dire que certaines têtes qui étaient du régime passé peuvent tomber à cause de la condamnation de Bosco Ntaganda. Sa condamnation fait peur à qui? Non, mais vous savez que Bosco Ntaganda n'a pas opéré seul. Oui. Les massacres qu'on lui reproche à l'Est, à Ituri, il y a aussi d'autres violations de droits de l'homme dans lesquelles M. Bosco Ntaganda est impliqué à l'Est de la République démocratique du Congo et pour lesquelles il n'a jamais été poursuivi. Oui. Voyez-vous? Et donc, nous pensons que le pouvoir qui a protégé Bosco Ntaganda doit nous dire pourquoi un criminel de ce niveau-là, le régime de Kabila l'avait protégé et l'avait utilisé dans l'armée de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Vous avez des preuves là, vous accusez, hein? Non, je Que n'accuse. Bosco Ntaganda a été utilisé dans l'armée de la RDC, c'est compliqué. C'était quelqu'un qui était connu, rebelle. C'était un criminel avéré. Pourquoi a-t-on gardé un criminel de ce type-là dans l'armée de la République démocratique du Congo? Pourquoi a-t-on refusé de les transférer devant la CPI alors que nous savions bien que ce monsieur a participé à la mort de Congolais? A participé à la mort de Congolais. C'est pour ça que nous disons que tout ça est arrivé. Maintenant, on est à un moment où nous devons nous mettre ensemble pour nous regarder dans les yeux, nous dire le mal que les uns ont causé aux autres, Oui. et en même temps trouver des moyens pour sortir de cette situation pour que la République vive. On ne va pas continuer à cacher la vérité. On ne va pas continuer à cacher les bourreaux. On ne va pas continuer à cacher les hommes et les femmes qui ont participé au massacre d'autres Congolais. Avant de vous C'est accorder... immoral. Oui, merci beaucoup. Avant de vous accorder la dernière parole pour lancer votre message à l'intention du gouvernement et de la population congolaise, j'aimerais un peu vous poser une question, votre avis sur le renouvellement des sanctions de l'Union européenne à l'encontre de certains proches de Joseph Kabila. Vous pensez que c'est important de renouveler ces sanctions ou on doit se pardonner et attendre la justice transitionnelle? Je pense personnellement que la position de la ZADO est connue. Nous disons que les sanctions peuvent être levées, mais il y a un préalable. Le préalable est qu'il faut que la justice de la République démocratique du Congo ouvre des dossiers judiciaires contre toutes ces personnalités, pour que nous sentions quand même que les intérêts des victimes sont pris en compte. Voyez-vous, ceux qui ont été sanctionnés par l'Union européenne, ce n'est pas parce que on les en veut tout simplement parce qu'ils ont été avec le président Joseph Kabila. Il y a eu des faits. Il y en a qui ont participé à des violations de droits de l'homme. Il y en a qui ont été complices ou qui ont participé à l'entrave du processus électoral. Et tous ces faits ont causé des victimes. Vous allez vous rappeler de Rossi Mukendi. Vous allez vous rappeler de Kapangala. Vous allez vous rappeler d'autres jeunes qui ont été fauchés dans ce pays par le fait tout simplement qu'un groupe de Congolais avait décidé de garder le pouvoir au-delà du délai prévu par la Constitution. Est-ce qu'il faut attendre? Nous disons, tant que la justice congolaise ne s'occupera pas de ces dossiers des personnalités du FCC qui ont été sanctionnées, nous avons demandé que l'Union européenne maintienne les sanctions. Mais est-ce que c'est une question qui peut être abordée lors de la justice transitionnelle? J'ai dit oui, parce qu'il y a des victimes. Parce que ces faits ont aussi contribué à briser la cohésion entre les Congolais. C'est un des dossiers qui peut être inscrit
dans les mécanismes de la justice transitionnelle. En une minute, votre message pour terminer l'émission. Notre message est celui d'abord adressé au peuple de la République démocratique du Congo, en disant que notre pays a passé des moments très difficiles, des moments où nos frères, nos sœurs ont été tués par d'autres Congolais. Aujourd'hui, nous avons une belle opportunité avec l'alternance politique de pouvoir nous mettre ensemble pour réfléchir sur notre passé, sur notre présent, par l'aide du mécanisme ou des mécanismes de la justice transitionnelle, pour que nous puissions non seulement savoir ce qui s'est passé, identifier les victimes et les auteurs, mais surtout pour nous mettre d'accord sur les modalités de nous réconcilier et de prendre en compte les victimes. Je demande au gouvernement de la République démocratique du Congo et au président Félix Tshisekedi de travailler dans le sens de mettre en œuvre la résolution du Conseil des droits de l'homme qui insiste pour que la lutte contre l'impunité devienne effective, qui insiste pour que la réconciliation nationale puisse avoir lieu, et cette réconciliation a une belle opportunité de passer par les mécanismes, n'est-ce pas, de la justice transitionnelle. Et je pense que si nous faisons les choses de cette façon-là, le président Félix aura marqué notre génération si nous arrivons à mettre en place les mécanismes de justice transitionnelle pour créer des conditions de stabilité, des conditions de paix et surtout les conditions de prise en compte de la situation des victimes des violations des droits de l'homme qui sont de plus en plus nombreuses dans notre pays. Messieurs, dames, vous avez compris qu'il s'agit de Maître Jean-Claude Katende, le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme que nous avons reçu dans cette émission spéciale sur la justice transitionnelle. Maître, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vous dis que la peur quitte nos esprits, dénonçons tout ce qui est faux et pervers et mourons pour une cause juste. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. Wow.